Pour vous introduire le sujet, je vous donne une petite vue dans le rétroviseur. Pour ceux qui l'ont connu, il y a peut-être des plus jeunes qui n'ont pas connu cette période d'avant 2010. En gros, les développeurs écrivaient leur propre code dans un langage. Alors pour ceux qui l'ont connu, alors on avait le Fortran, des choses comme ça, bien plus lointain que 2010. Ensuite, on est passé au monde, je dirais, du cloud, les API, le low-code, où là, les développeurs ont commencé à être plutôt, je dirais, des architectes en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on compose avec des briques et on a cette capacité de les déployer très vite grâce au cloud. Et là, on vit une période, 2023, où les développeurs peuvent avoir, alors ça dépend de la façon dont on peut le regarder, mais moi j'ai plutôt la façon de présenter les choses, c'est-à-dire les développeurs ont un collègue, un père, parfois peut-être un mentor pour les plus jeunes des développeurs, qui sont un agent d'intelligence artificielle qui va les aider dans leurs tâches quotidiennes au cours du développement d'une application, d'un software, etc. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, puisqu'on a déjà essayé d'interroger les membres de l'IMA, n'hésitez pas à scanner le QR code, parce que l'intérêt, c'est de, même si je vais partager déjà des résultats, c'est de capter le maximum de réponses pour ensuite vous les partager à travers le site, etc. Et ça pourra vous donner un peu une vision de ce que font vos pairs et quelle est la situation dans les différentes organisations publiques, privées qui sont membres de l'IMA. Alors, quels sont les premiers résultats, sachant qu'on a eu une quarantaine de réponses, hein, donc attention, il faut prendre quand même ça avec des pincettes, hein, mais ça donne une tendance qui, à mon avis, qui est assez juste. Globalement, l'adoption de l'IA générative sur les sujets, je dirais, liés au développement, au cycle de vie d'une application ou d'un software, bon, l'adoption, elle est là, mais elle est quand même encore mitigée. Donc on constate qu'il y a quand même encore beaucoup d'entreprises ou de collectivités qui se posent des questions et sont plutôt en attente, des fois, et d'autres qui ont démarré et qui sont déjà en train de mettre ça en production. Donc on voit que le taux d'adoption est quand même, je dirais, entre 0 et 30% dans la moitié des entreprises qui ont répondu. L'utilisation porte plutôt sur les applications web. Alors ça, c'est un point qu'à L'Oréal, on a découvert aussi. Il y a une grosse utilisation autour de la data science. Donc c'est pas vraiment, je dirais, du développement pur, mais comme on a autour des gens qui font de la data science, beaucoup de gens qui font des algorithmes, et bien en fait, il y a un gros usage des outils d'IA générative parce que c'est une population qui n'est pas vraiment, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas des vrais développeurs. Donc ces outils les aident des fois à améliorer leur code, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu le code produit par des collègues data scientists en Python, des fois, c'est pas tip-top. Et il y a beaucoup d'utilisations autour des logiciels d'entreprise quand on fait du homemade, hein, quand on ne fait pas du buy. L'outil, pour l'instant majoritaire, qui est très utilisé, c'est Copilot, associé ou pas avec GitHub. Donc là, c'est très large. Et, comme vous pouvez le constater, le lien avec data science, etc., le Python est vraiment en tête, je dirais, d'usage pour ces outils. Les bénéfices et les difficultés qui ont été constatés. Alors, pourquoi les gens veulent utiliser ces outils dans les équipes IT et de développement? C'est surtout à cause du gain de productivité. Le principal bénéfice attendu et qui devrait être constaté, c'est un gain de productivité pour l'instant perçu ou estimé de 10 à 25%. Donc ça, c'est quand même très important, hein, parce que ramener ça à ce que vous dépensez par an dans vos organisations en coût de développement, faites le calcul. Alors au bémol près, attention, hein, un développeur ne passe pas 100% de son temps à développer, mais
vous pouvez avoir quand même une productivité quand même améliorée. Les inquiétudes sont surtout autour de la fiabilité et de la sécurité, et elles sont justifiées. Donc ça, moi par expérience, vous avez raison de vous poser des questions. Et donc, il ne faut pas oublier qu'in fine, il faut toujours à la fin un humain, un développeur pour valider ou pas, corriger des fois les propositions faites par une IA. Il ne faut pas laisser ça en autopilote, sinon vous risquez d'avoir quand même quelques inquiétudes qui vont se confirmer. Bon, et bien sûr, il y a le manque de contrôle sur le code généré, même si bon, ça évolue très vite. Des fois, il est difficile de cadrer une IA qui génère du code par rapport à vos principes ou vos guidelines. Parce que toute entreprise a des guidelines de développement, des règles à respecter. Bon, ben, quand vous utilisez un modèle génératif qui n'est pas adapté à votre contexte, il n'en tient pas compte, hein, ce qui est logique. C'est pourquoi que la plupart des entreprises qui l'utilisent ont défini un cadre pour l'utilisation de l'IA générative dans les équipes de dev, avec la question souvent qui se pose, et je ne suis pas sûr que... Enfin, je pense que personne n'a trouvé la réponse parfaite, hein, ça dépend du contexte de l'entreprise, de son taux d'externalisation, si vous êtes une entreprise plutôt utilisatrice ou un éditeur, bon, les stratégies peuvent être différentes, c'est est-ce qu'on donne accès ou pas aux partenaires externes à ces outils? Est-ce que c'est nous qui prenons en charge ou pas? Ou est-ce que c'est eux qui ont leur propre IA, mais il faut qu'ils nous signalent s'ils utilisent l'IA pour générer le code dont on va être le propriétaire à la fin, avec les sujets de propriété intellectuelle. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas mis d'évaluation en place pour vérifier les gains attendus. Et on reste donc, pour beaucoup d'entre elles, sur des gains perçus, mais pas vraiment mesurés. Hein, donc ça, c'est un... Et moi, je ne peux que, en tout cas, demander aux gens d'essayer de mettre en place quand même une évaluation un peu plus formelle des gains attendus pour vérifier que quand même ça vaut le coup pour le métier que vous exercez ou pas. Voilà. Donc voilà globalement un peu les premiers enseignements. Donc n'hésitez pas à compléter en répondant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à l'enquête. Comme ça, on pourra étoffer les réponses. Je vais vous donner là rapidement, je dirais, le feedback et le retour d'expérience côté L'Oréal. Alors juste déjà, une vision globale, hein, c'est si dans beaucoup d'entreprises, on se pose des questions sur les use cases de l'IA générative, il y en a bien un seul domaine où, moi franchement, nous, on ne se pose plus la question. Hein, c'est pas du futur, etc. C'est maintenant. Hein, et ceux qui ne l'ont pas encore fait, enfin, je vous le dis, vous êtes déjà en retard. Hein, globalement, il y a sur certaines plateformes, alors là, les chiffres sont même faux. GitHub Copilot, on ne doit pas être loin de 2 millions de développeurs qui sont actifs sur les plateformes d'IA générative de GitHub. Vous avez déjà plus de 30 000 organisations qui utilisent ces outils dans leur parcours de développement. Donc, s'il y a bien un domaine où l'IA générative est déjà utilisée, c'est le développement de logiciels ou d'applications, vous appelez ça comme vous voulez. Donc ça, je dirais, dépêchez-vous de vous poser les questions, dépêchez-vous de vous faire une idée et d'avoir une conclusion et d'y aller ou pas. Il n'y a pas d'obligation d'y aller, mais le train est déjà parti. Et en termes de compétitivité, notamment chez les éditeurs, les éditeurs qui n'utilisent pas ces solutions pour augmenter la productivité de leurs équipes, je pense qu'il y en a certains qui auront quelques inquiétudes dans le futur. L'autre constat qu'on fait, c'est que c'est utilisé sur toute la chaîne du développement. Donc on en reparlera tout à l'heure. Et un point intéressant à la fin, c'est que ça doit même vous obliger à réfléchir sur la façon dont vous faites vos applications.
À mon avis, dans quelques années, les gens n'accepteront plus d'avoir les applications, même en interne, avec des écrans, avec des onglets. On passe d'un écran à l'autre en fonction d'une étape. On va mettre des prompts. Je sais pas, un outil ressources humaines pour poser ses congés. On fera pas le machin avec le clic-bouton, tac-tac, je veux poser data. Non, on va écrire en langage naturel, je veux poser des congés du 15 au 17, et pof, ça sera parti, et on valide et c'est terminé. Donc ça va transformer aussi le design et le front-end de vos applications, avec des applications peut-être plus épurées, mais avec l'obligation aussi d'assurer une validation quand même des résultats avant de les valider. Donc ça va profondément changer la façon de faire des applications. Ça, c'est mon intime conviction. Là, c'est une source, donc McKinsey, de 2023. En gros, en haut, là, vous avez tous les domaines où on estime où il y aura 75% en gros de la valeur de l'IA. Donc vous voyez, vous avez les sales, le marketing, et vous voyez tout ce qui est software, donc engineering, soit pour faire le business, soit interne, je dirais à l'IT, sont parmi les domaines où on a le maximum de gains. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous pencher sur la question. Et en plus, l'avantage que ça peut avoir pour des équipes IT, c'est aussi une façon de vous acculturer, de vous approprier ces technologies avant de les diffuser dans le business. Donc ça, c'est très intéressant. Et vous voyez, juste par rapport à cet élément, que la partie software est beaucoup plus intéressante que un peu le legacy IT corporate classique sur un certain nombre de sujets. Ne perdez pas trop de temps là-dessus. Essayez vraiment de vous concentrer sur la partie, je dirais, software, développement, déploiement, etc. Donc, vous voyez, ce que je disais, on peut utiliser ces outils sur toute la chaîne, le cycle de vie d'un développement. On peut le faire dès la phase de kick-off, d'idéation, etc., puisque vous pouvez faire travailler des modèles d'IA sur des scénarios, sur des user stories. Bien entendu, vous pouvez faire beaucoup plus rapidement des prototypes avec des interfaces très rapidement faites, puisque maintenant, des outils classiques, je pense que tout le monde connaît, comme Figma, permet de générer très vite des IHM. Et en plus de Figma, on passe au code maintenant en un clic. Donc vous pouvez très rapidement, en mode agile, avoir des interactions avec vos métiers et présenter vraiment des applications avec des interfaces qui sont faites très rapidement. Alors bien sûr, vous avez toute la partie de coding et de build, où là, vous pouvez accélérer la génération de code, la documentation, les tests, les release notes, etc. Vous avez aussi les tests. Alors dans la partie de coding et de build, les tests unitaires, très importants. Souvent, on les bypass un peu dans les équipes de dev quand on manque de temps. Là, ça permet quand même de les automatiser. Et bien sûr, vous pouvez, comme ça, sur toute la chaîne, aller jusqu'au bout, dans le run. Vous pouvez faire des bots qui vont répondre aux questions des utilisateurs sur des applications que vous déployez, etc. Donc voilà. Le legacy, vous avez un existant, vous pouvez l'utiliser pour faire du reverse engineering, pour refaire du refactoring, pour faire de la migration de code. Nous, on l'utilise beaucoup là, pour faire de la migration de code, et c'est vraiment, ça fait gagner un temps précieux aux équipes. C'est quand même pas ce qui est le plus excitant pour des équipes IT, de faire de la migration de framework. Les solutions, vous en avez une tartine, donc j'en ai cité quelques-unes. Donc là, vous avez de quoi faire votre choix. C'est pas ce qui manque. Donc à vous de regarder en fonction de votre contexte quel est le meilleur outil. Alors là, c'est un slide, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce qu'il faut essayer de vous poser comme question, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire à l'échelle de L'Oréal. Alors, ce que je vous présente, ça vaut pour L'Oréal. Peut-être que pour votre compagnie ou entreprise, c'est pas la même chose. Si vous êtes un éditeur, une société. On a essayé de se poser la question, quels sont les bénéfices et quels sont les risques? Alors, la grande question sur les bénéfices, quand on est une compagnie comme L'Oréal, on n'est pas un éditeur, c'est de capter une part de la productivité. C'est ça la vraie question. Parce
on externalise beaucoup nos développements ou on fait du bail. Donc en fait, le gain de productivité va être plutôt chez nos partenaires, soit l'éditeur, soit la société avec laquelle on a des contrats de développement ou des contrats d'infogérance. Donc en fait, la vraie question, là, elle n'est pas technique, c'est comment, d'une manière contractuelle, vous allez réussir à capter une part du gain que votre partenaire va obtenir grâce à ces outils. Voilà. Donc est-ce que il fera plus pour le même prix ou est-ce que vous allez le challenger sur le prix puisqu'il a des gains de productivité? Bon là, je dirais, là c'est à chacun de voir quelle est votre stratégie. J'ai pas de conseils. Nous, on fait des choix, mais ils ne concernent que L'Oréal. Et après, c'est les risques. Donc il ne faut pas les ignorer parce qu'ils sont réels. Hein. Donc la cybersécurité, attention, ces modèles s'appuient sur du code public pour vous faire des réponses. Dans le code public, des fois, il y a des trucs pas très bons. Donc, attention quand même aux réponses, même si quand même les filtres de toxicité qui sont mis par ces outils sont quand même assez performants. Je dirais les failles de base n'existent pas, mais ça n'assure pas qu'il n'y en a pas à 0%, c'est pas possible. Hein. Le danger aussi, c'est le shadow IT. C'est-à-dire qu'au sein de votre entreprise, n'importe qui pourrait décider d'être développeur et pourrait s'amuser à développer des applications pas très robustes. Vous avez quand même le sujet de la propriété intellectuelle. Attention. Hein, parce que alors certains outils, Copilot propose un filtre à partir de 150 caractères identiques sur un code public. Vous pouvez le bloquer. Google, dans Gemini Code Assist, fait un peu comme son moteur de recherche, c'est-à-dire qu'il vous cite la source. Donc, mais c'est vous qui êtes responsable. Si vous le copiez, vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas, puisqu'on vous le propose. Et puis derrière, il y a quelques sujets en termes de sustainability, en termes d'éthique, qu'il faut quand même ne pas oublier. Ce qu'on a constaté sur nos équipes de développement, contrairement un peu à ce qu'on peut croire, les développeurs sont comme les collaborateurs. Il y en a une part qui ont du mal à utiliser ces outils pour plein de raisons différentes, parce qu'ils soit ils considèrent qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils sont trop bons. Ça, c'est le syndrome classique du développeur. Donc, on a une utilisation qui est moite-moite pour l'instant. Sur les gains de productivité, alors attention, hein, c'est des gains perçus à partir d'enquêtes, pas mesurés réels. Suivant le profil, ça peut aller de 5% à 60%, avec une moyenne autour de 24%. Pour les gens qui l'utilisent, ils l'utilisent vraiment beaucoup, soit tous les jours, soit plusieurs fois dans la semaine. Les fonctionnalités les plus utilisées, vous les avez, hein, l'autocomplétion, la génération de code, l'inspiration pour trouver des fois du code, la documentation, l'explication de code. Et dans les personnalités qui utilisent beaucoup, on a confirmé ce qu'on voit des fois dans la littérature. Effectivement, la première population, c'est les data scientists et les data engineers. Donc, si vous déployez ces outils dans vos entreprises, n'oubliez pas cette cible. Hein, et qui aura besoin d'un accompagnement peut-être un peu spécifique parce que ce n'est pas des vrais développeurs. Donc, attention aux dangers, puisqu'il faut quand même être capable de challenger les réponses fournies par l'outil. Nous, on a mis en place un certain nombre de KPI, donc vous pouvez le regarder, je ne vais pas rentrer. Ça, c'est très important. On regarde le code généré, la qualité, la maintenabilité. Là, il y a pas mal de risques qu'on a commencé à constater. Donc, on est en train de regarder le taux d'acceptance, parce que ça permet de voir si l'outil sert à quelque chose, parce que si on n'accepte jamais. Voilà. Donc, voilà les outils qu'on utilise à L'Oréal. On en a, je dirais, on va dire 3 gros. Donc les 2 principaux, là, ceux-là, on est en train de les tester. Ça vient juste de démarrer. Donc c'est sur du PC. C'est des modèles locaux sur des PC un peu musclés. Et on est en train de vérifier leur usage. Voilà, j'ai terminé parce que je clignote en rouge.